Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour une quatrième vidéo sur le chapitre 25, espace pré-hilbertien réel. Paragraphe 4 donc, espace vectoriel euclidien, base orthonormale. Pour rappel, un espace euclidien est un espace pré-hilbertien réel de dimension finie. Les exemples les plus connus sont R puissance n, Rn crochet x et Mn de R, l'ensemble des matrices carrées Nn. Par contre, R crochet x et C0 de AB et l'ensemble des fonctions continues sur AB ne sont pas des espaces euclidiens car ils ne sont pas de dimension finie. Un premier théorème, le théorème 11, particulièrement important et, une fois n'est pas coutume, particulièrement simple au niveau de la démonstration. Nous sommes donc dans un espace euclidien de dimension n. Pour tout x élément de E, x s'écrira, pardon, j'ai oublié de signaler que EI était une base orthonormale de E, c'est pourtant l'hypothèse la plus importante du théorème. Je répète, EI, base orthonormale de E. Alors, pour tout x de E, x s'écrit x scalaire EI, EI. Et norme de x, il y a un carré en troc, on va essayer d'enlever. Ça, c'est peut-être un peu trop. Norme de x donc est égale à la racine de la somme pour i variant de 1 à n des EI scalaire x au carré. Donc il s'agit de norme de x, même si le x est un peu de travers. Très important comme théorème, on va le voir dans la démonstration. Deuxièmement, si x s'écrit somme des x KEK et y s'écrit somme des y KEK, alors x scalaire y s'écrit somme des x KY. Enfin, autre notation, si x et y désignent les colonnes des composantes de x et y dans la base orthonormale EI, alors x scalaire y s'écrit transposé de x fois y. Passons à la démonstration. Première partie donc de ce théorème 11, je rappelle toujours EI base orthonormale de E. Si x est un vecteur de E, puisqu'on a une base, x s'écrit de manière unique, somme pour i variant de 1 à n des lambda i EI. On cherche à déterminer les lambda i, et dans le cas général, dans un espace vectoriel de dimension finie mais quelconque, non euclidien, les lambda i se trouvent souvent grâce à la résolution d'un système linéaire. Ici, c'est beaucoup plus simple. On va calculer x scalaire k. Par la bilinéarité du produit scalaire, on va obtenir la somme pour i variant de 1 à n des lambda i EI scalaire k. EI scalaire k, c'est delta ik. Donc, j'obtiens lambda k, puisque pour les autres i, on obtient 0. Donc, lambda k égale x scalaire k. Donc, x s'écrit somme pour i variant de 1 à n de x scalaire EI, ce qui est très important. La norme de x, c'est la racine de x scalaire x. Or, x scalaire x, c'est la somme pour i variant de 1 à n des x scalaire EI. Scalaire, la somme pour k variant de 1 à n des x scalaire ek, ek. Double somme, mais la seule contribution dans les EI scalaire ek qui valent delta ik, c'est pour i égale k, et j'obtiens donc la somme pour i variant de 1 à n de x scalaire EI au carré. Pour le 2, donc si x s'écrit somme des xi EI et y somme des yi EI, en refaisant le calcul plus haut, on obtiendra bien sûr le résultat donnant x scalaire y. Qui vaut somme des xi yi, ce qui peut s'écrire, bien sûr, la ligne x1 xn fois la colonne y1 y. Okay. Je reviens juste sur le point 2. Pour avoir x scalaire y, il est clair qu'on a une double somme, somme des x KEK, somme des yj et seuls les EK donnent une contribution,
et EK scalaire EK vaut 1, d'où le résultat. Passons au petit 4 qui nous parle du très célèbre procédé d'orthonormalisation de Graham-Schmidt. Nous avons parlé de bases orthonormales, mais nous n'avons toujours pas démontré qu'elles existaient. Le théorème 12 nous dit que si UI est une base toute simple de l'espace euclidien E, il existe une base orthonormale EI telle que, pour tout I dans un N, vecte de E1EI égale vecte de U1UI. Donc vecte de E1 égale vecte de U1, vecte de E1E2 égale vecte de U1U2, etc. Ce théorème que nous allons démontrer dans quelques minutes nous montre non seulement qu'un espace euclidien admet une base orthonormale, mais aussi qu'on peut construire facilement une base orthonormale à partir d'une base. Et cette démonstration est constructive, elle nous montre comment on construit cette base orthonormale. Mais avant de faire cette démonstration, on va faire un exemple. Exemple donc, si vous avez compris cet exemple, il n'y aura aucun problème pour la suite. On est dans R4, muni du produit scalaire canonique, et on se donne trois vecteurs F1, F2, F3. On vérifie très facilement qu'ils forment une famille libre, et on pose grand E égale vecte de F1, F2, F3, donc grand E est de dimension 3, F1, F2, F3 en est une base. Mais je vais chercher maintenant une base orthonormée, E1, E2, E3, de grand E. Alors, pour suivre le théorème, je vais d'abord imposer que vecte de E1 égale vecte de F1, puis j'imposerai que vecte de E1, E2 égale vecte de F1, F2, puis enfin que vecte de E1, E2, E3 égale vecte de F1, F2, F3. Première condition, vecte de E1 égale vecte de F1, donc forcément E1 s'écrit lambda 1 F1, oui mais la norme de E1 doit être égale à 1, donc on peut par exemple prendre F1 sur norme de F1, on pourrait prendre aussi l'opposé. On obtient 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2, 0. Passons au calcul de E2, c'est là que ça devient plus intéressant. E2 appartient à vecte de F1, F2, mais on sait que c'est vecte de F1 plus vecte de F2. Tout le monde se souvient ce que c'est que la somme de deux sous-espaces vectoriels. Vecte de F1 est égal, c'est écrit là, à vecte de E1, donc E2 doit appartenir à vecte de E1 plus vecte de F2 qui n'a pas bougé. Donc E2 s'écrira lambda 1 E1 plus lambda 2 F2. E1 scalaire E2 sera nul, or E1 scalaire E2 vaut lambda 1 E1 scalaire E1, à savoir 1, plus lambda 2 E1 scalaire F2, que je peux calculer, qui vaut moins 1 sur racine de 2. J'en déduis donc que lambda 1 égale lambda 2 sur racine de 2. J'ai donc la forme de E2 sous la forme lambda 2 facteur de E1 sur racine de 2 plus F2. Ce qui fait lambda 2 facteur de quelque chose après avoir calculé. Je nomme E'2 ce vecteur. La norme de E2 étant égale à 1, la valeur absolue de lambda 2 sera égale, alors là il y a une erreur, c'est pas E'2, c'est 1 sur E'2, donc on va essayer de puissance moins 1 donc, qui vaut racine de 3 sur racine de 2. Le calcul est exact, puisque la norme de E'2 au carré vaut 1 quart plus 1 plus 1 quart, à savoir 3 demi, et donc, donc je pense que c'est juste. Donc, je reprends, valeur absolue de lambda 2 égale 1 sur norme de E'2 égale donc racine de 3 sur racine de 2 à la puissance moins 1, racine de 2 sur racine de 3. J'obtiens donc que E2 égale racine de 2 sur 2 racine de 3, c'est-à-dire 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6, 0. Donc il faut bien reprendre les puissances moins 1, et j'obtiens donc E2. Je passe maintenant à E3.
Calcul de E3 donc. E3 appartient à vecte de F1, F2, F3, qui s'écrit vecte de F1, F2 plus vecte de F3. Donc, vecte de F1, F2, c'est vecte de E1, E2. Donc, vecte de E1, E2 plus vecte de F3. Je vais donc chercher E3 sous la forme mu1, E1 plus mu2, E2 plus mu3, F3. Je fais les calculs. E1 scalaire E3 est nul, ce qui me donne une relation entre mu1 et mu3. E2 scalaire E3 est nul, ce qui me donne une relation entre mu2 et mu3. Je fais mon calcul et j'obtiens E3. J'ai écrit par exemple parce que ça peut aussi être son opposé. Voilà donc pour le calcul d'une base orthonormale dans l'exemple ici. J'insiste sur l'important qui est égal au fait que E3 va s'écrire comme ceci. Cette partie est la plus importante. Voyons donc notre théorème avant de le démontrer. Il faut montrer qu'il existe une base orthonormale EI telle que pour tout i, vecte de E1 EI égale vecte de U1 UI. On va construire cette base orthonormale par récurrence. Première étape E1, il faut que vecte de E1 soit égal à vecte de F1. Donc, comme E1 doit être normé, on choisit E1 égale F1 sur norme de E1. Supposons construit E1 EI et construisons EI plus 1. EI plus 1 appartient à vecte de E1 EI plus 1 qui est égal à vecte de U1 UI plus 1. Oui, mais vecte de U1 UI plus 1, c'est vecte de U1 UI plus vecte de UI plus 1. Vecte de U1 UI, c'est vecte de E1 UI plus vecte de UI plus 1. Donc, c'est ça le point important, c'est pour ça que je l'ai souligné en rouge. Donc EI plus 1 va s'écrire somme pour k variant de 1 à i et lambda KEK plus lambda i plus 1 UI plus 1. J'impose pour tous les j compris entre 1 et i que EJ soit orthogonal à EI plus 1 et j'obtiens, puisque ce sont déjà des vecteurs orthogonaux, que lambda j est égal à moins lambda i plus 1, UI plus 1, EJ. Il ne me reste plus qu'à remplacer, j'obtiendrai EI plus 1 égale lambda i plus 1, UI plus 1, moins, à cause des valeurs des lambda j, la somme pour k variant de 1 à i des UI plus 1 EK. C'est cette forme-là, l'indice étant k ici. J'appelle E'I plus 1 cette parenthèse. Je pose EI plus 1 égale E'I plus 1 sur sa norme ou son opposé, ce qui me permettra d'avoir des vecteurs normés. On a donc une famille orthonormale, donc libre, d'après le théorème 8, je crois, à n éléments en dimension n, donc une base orthonormale de E. Deux remarques. La première, je ne la commenterai pas, on en parlera ensemble demain matin, et ça serait bien d'y réfléchir, concernant la matrice de passage. La deuxième, moins importante, si on suppose que les EI-UI sont positifs, alors on n'a plus le choix. On avait chaque fois le choix avec un plus ou moins, et la famille EI est unique. En corollaire, nous avons que tout espace vectoriel euclidien admet au moins une base orthonormale, c'est clair. Il suffit de prendre une base et de la faire passer dans la moulinette Gram-Schmidt. Plus intéressant, le théorème de la base orthonormale incomplète, faisant référence à la base incomplète, toute famille orthonormale d'un espace euclidien peut être complétée en une base orthonormale de cet espace. En effet, ma famille orthonormale, je peux la compléter en une base, d'après le théorème de la base incomplète. Cette base, je lui appliquerai le procédé de Gram-Schmidt et j'obtiendrai une base orthonormale. Je vous remercie.